Bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau webinaire, le périnée dans tous ses états, donc qui vous est proposé dans le cadre de Prévaesio, le service de prévention d'adhésion mutuelle et qui a été organisé, cette fois-ci en partenariat avec la Mutualité française Pays de la Loire, représentée par Brunhilde Duhoux qui va donc participer à l'animation de ce webinaire qui va être animé par le docteur Odile Bagot. Alors pour rappel, Prévaesio, c'est donc le service de prévention, réservé, aux adhérents, d'Adhésion Mutuelle. On vous propose tout au long de l'année des webinaires qu'on ouvre maintenant au grand public, mais donc des webinaires pour vous informer, des cycles de web ateliers pour mettre en pratique et aussi des bilans individuels par téléphone ou en agence, donc pour faire le point, avec un professionnel de santé et avoir une réponse personnalisée. Donc n'hésitez pas à aller sur votre espace adhérent, sur la page Mes services, onglet rubrique Prévaesio pour retrouver toute la programmation. Je vous laisse tout de suite la parole, mesdames. Donc, à vous, Brunhilde, et à tout à Oui, l'heure. merci Sandrine. Bonjour à toutes et à tous. Déjà bienvenue, je suis ravie de vous accueillir pour cette webconférence intitulée Le périnée dans tous ses états. Donc je suis Brunhilde Duhaut, donc je suis responsable projet à la prévention et promotion de la santé de la Mutualité française et Pays de la Loire. Donc la mutualité, vous la connaissez peut-être sûrement, c'est la Fédération des complémentaires santé à but non lucratif, dont fait partie Adhésion Mutuelle. Donc aujourd'hui, nous allons mettre en lumière le sujet du périnée. Le périnée, on en parle de plus en plus, mais où se situe-t-il? Quelle est son anatomie, sa fonction chez l'homme comme chez la femme? Voilà, ce sont des questions que l'on se pose et du coup, l'experte qui va suivre va vous répondre à toutes ces questions et sûrement aussi, vous aurez d'autres questions, donc on pourra y répondre dans un second temps, juste après la présentation du coup d'Odile Bagot, qui est gynécologue obstétricienne, journaliste santé pour France 5 et reconnue pour ses livres Vagin et Si, on vous dit tout, Ménopause, pas de panique, le dico des nanas. Donc en direct de Strasbourg, donc merci Odile d'être présente avec nous. Donc pendant son intervention, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat. Je me chargerai de lui transmettre. Et nous avons donc un temps prévu à la toute fin de cette présentation. Voilà, merci beaucoup et je vous laisse la parole, Odile. Merci. Merci beaucoup Sandrine, merci Brunhilde de me permettre de partager en fait ma passion. Ma passion, c'est justement de permettre à chaque femme de comprendre où son anatomie, où son fonctionnement. Et il est vrai que le périnée, je crois qu'on en parle à peu près tous les 3 matins sur les réseaux, mais je me rends compte, en tout cas avec mes patientes, que c'est pas forcément quelque chose qui est très bien reconnu, conçu. Et puis, qu'est-ce qu'on en fait de ce périnée? Qu'est-ce qu'on en fait de ce périnée avant d'en arriver à la catastrophe intégrale où plus rien ne tient et ce dont ont peur les femmes, mais on n'a jamais des fuites au point de se retrouver inondé de cette manière-là. Alors, le périnée, qu'est-ce que c'est? Où est-ce que ça se trouve? Et à quoi ça sert? Alors, périnée, il y a 2 étymologies. En grec, ça veut dire autour du temple. Je ne vous fais pas de dessin. Et en latin, par où le corps se vide. Le périnée, en fait, il va y avoir effectivement des passages, vous verrez, de l'anus, du vagin et de l'urètre en avant. Et les périnées, en fait, ce sont des muscles. Ce sont les muscles qui sont au bas de l'abdomen, qui contiennent évidemment la vulve ou le périnée chez les hommes aussi. On peut un peu imaginer le périnée comme étant le fond d'un sac. Votre sac, il part du diaphragme en haut, les parois abdominales sur le côté, puis le fond du sac, eh bien, c'est votre périnée. Donc la limite inférieure, la cavité abdominale, c'est bien votre périnée, et il va soutenir tout ce qu'il y a dans l'abdomen et le pelvis. C'est par là où le corps se vide, donc à l'arrière le rectum par l'anus, au milieu le vagin et en avant la vessie, dont l'urètre va traverser le périnée. Alors à quoi ça ressemble? On a ici quelques schémas vus par en dessous. C'est donc une espèce de hamac, de filet de muscles que vous allez retrouver
d'avant en arrière sur l'image de droite, c'est accroché à l'arrière au sacrum et ça va devant jusqu'à l'os du pubis. Et ça va soutenir, quand on regarde par en dessous, en fait, tout ce qui est en bas, donc avec au milieu en particulier l'orifice vaginal. Et quand on disait que ça traversait, on va de nouveau sur l'image qui est à droite, devant la vessie, derrière le vagin, au milieu le vagin et en arrière le rectum. Les hommes aussi ont un périnée qui va soutenir en particulier la vessie et l'urètre. Faut savoir que dans les opérations du cancer de la prostate en particulier, on a parfois des problèmes d'incontinence aussi chez l'homme. Donc le périnée et l'incontinence, ça ne concerne pas que les femmes. L'autre chose qui est importante de savoir, souvent les femmes disent « Oh, j'ai une descente d'organes ». Ok, un organe, mais quel organe? Comprendre que la vessie et le vagin devant, donc la partie jaune la vessie et rose le vagin, la paroi entre les deux, elle est complètement accolée. Il n'y a qu'une seule paroi qui est vésico-vaginale. Et à l'arrière, pareil avec le rectum. Et donc, quand il y a quelque chose qui descend, entre guillemets, et souvent, on parle souvent de la vessie en avant, on le verra tout à l'heure, en fait, c'est la paroi antérieure, donc en avant du vagin, qu'on va voir apparaître dans l'orifice vaginal. Quand c'est la paroi postérieure, il y aura forcément le rectum avec la paroi vaginale. Donc une vessie, par exemple, ne descend jamais toute seule. Elle emmène toujours une paroi vaginale avec elle. Qu'est-ce qui se passe et pourquoi notre plancher pelvien, qui devrait, voilà, le fond de notre sac, tout d'un coup, il s'étire, voire il s'effondre? Et pourquoi est-ce que les organes pelviens vont descendre? C'est juste une histoire qui revient à Newton, hein, c'est la gravité, c'est le poids. Mais s'il n'y avait que la gravité qui attirait nos organes pelviens et abdominaux vers le bas, on n'aurait pas de prolapsus pour autant. Alors, c'est une question de pression. C'est une question de pression. Qu'est-ce qui va appuyer sur le périnée? Le surpoids. La graisse abdominale, intra-abdominale, hein, il y en a autant qu'à l'extérieur, ça va appuyer sur le périnée. Les bébés qui font plus de 3,8 kg, hein, on parle de macrosomie dans ce cas-là. Les femmes qui ont eu plus de 3 accouchements ont un risque augmenté de prolapsus, donc prolapsus descente d'organes, hein. Voilà, ça sera plus court. La constipation, la toux chronique, dès que vous allez pousser, d'une manière ou d'une autre, hein, vous allez affaisser et affaiblir votre périnée. Et puis souvent, on n'y pense pas, on dit on est sportive, mais attention, les abdominaux, il faut bien les faire. Si on fait des abdominaux, il faut verrouiller son périnée, serrer en bas et les faire en hypopression, donc en rentrant le ventre. Sinon, ça va appuyer sur le périnée. L'âge, qu'on le veuille ou non, hein, comme disait une pub dans le temps, l'élasticité des tissus n'est plus sûre, ça c'est sûr. Et cette élasticité des tissus, on va le retrouver aussi, cette perte au niveau des muscles du périnée. La ménopause, au niveau des muscles périnéaux, de tout le périnée, il y a des récepteurs aux œstrogènes. Quand les œstrogènes vont manquer, ça va aussi affaiblir ce périnée au moment de la ménopause. Et puis l'absence de rééducation, parce que vous verrez, c'est un muscle périnée et un muscle, ça se travaille. Quelles sont les conséquences d'une insuffisance périnéale, puisque c'est de ça qu'on parle? On a 2 types de conséquences, les problèmes d'incontinence urinaire, et j'ai bien mis au pluriel les incontinences urinaires, parce que vous verrez, il y en a différentes sortes, et en fonction du type d'incontinence urinaire qu'on a, on n'aura pas la même prise en charge. Et puis, les fameux prolapsus, c'est-à-dire la descente d'organes. Alors, quel type d'incontinence on va retrouver? Et on va les détailler. L'incontinence urinaire d'effort, on tousse, on éternue, il y a une fuite. L'incontinence par urgenturie, qu'on appelle aussi impériosité mictionnelle, donc une envie urgente d'aller aux toilettes, et pof, la petite goutte, ça ne tient pas jusqu'aux toilettes. On a les insuffisances du sphincter, parce que la vessie, elle a effectivement un sphincter, c'est-à-dire un muscle circulaire qui la ferme. Ça, ce n'est pas le périnée, parce que ce sphincter est ce qu'on appelle un muscle lisse. Donc, il n'est pas sous la commande de la volonté. Mais dans certaines pathologies, par exemple neurologiques, eh bien, ce sphincter est incompétent, il ne fonctionne plus et là, ça fuit tout le temps.
On a bien sûr des incontinences mixtes, un petit mélange des trois, un sphincter un peu faiblard, un besoin urgent d'aller aux toilettes quand c'est vraiment très plein, et puis la petite goutte quand on tousse. Pour faire vraiment la distinction entre les différents types d'incontinence urinaire, on a bien sûr l'interrogatoire pour savoir dans quelles circonstances il y a des fuites, mais on a aussi ce qu'on appelle des épreuves hydrodynamiques qui sont des examens avec, en mettant une sonde dans la vessie, en faisant faire pipi, en mesurant les débits, en mesurant les pressions, qui vont vraiment caractériser notre incontinence urinaire. Alors, l'incontinence urinaire d'effort, elle est extrêmement fréquente. Toute femme pratiquement qui a accouché une fois ou deux fois, à l'occasion d'un gros effort de tousse, si elle n'a pas le temps de serrer son périnée, elle risque d'avoir des petites fuites. Donc les éternuements, la course à pied, c'est assez fréquent. Et chez les femmes jeunes même, de se retrouver à être obligé de mettre une petite protection quand on fait de la course à pied. Il faut trouver d'autres solutions. Le pompon, c'est le trampoline. Ça, une fois, mes petits-enfants m'ont demandé, mamie, tu fais du trampoline avec nous? Mais bien sûr, mes petits chéris, mamie est sportive, sauf que mamie, elle n'est pas retournée sur le trampoline. Donc ça, c'est imparable parce que on peut pas, c'est très difficile et c'est le même problème pour la course à pied, de contrôler volontairement son périnée, on sait faire, mais si en même temps, il faut faire un autre mouvement de gymnastique quelconque, le cerveau n'arrive pas à faire les deux à la fois. Alors, le mécanisme de l'incontinence urinaire d'effort, il est vraiment intéressant à connaître. Je vous ai fait un petit schéma. Vous avez, alors est-ce que je peux utiliser ma flèche? Mais oui, c'est magique. Alors, à gauche, là, vous avez le poumon. Là, vous avez le diaphragme, c'est le haut de notre sac. Donc, le diaphragme, il continue. Là, on a le bas de notre sac en orange, c'est notre périnée. La vessie est là. Et ça, la petite étoile rose que je vous ai mise là, c'est le sphincter de la vessie. Normalement, le sphincter de la vessie, il est au-dessus du périnée. Quand on a une pression, allez, on tousse, ça va appuyer au niveau du diaphragme, va y avoir cette pression sur la vessie, mais comme on est dans un système fermé, on va avoir la même pression qui va en fait pincer notre sphincter. Tout va bien. Maintenant, si notre sphincter se trouve plus bas que le périnée, on a une pression, on a cette pression sur la vessie, elle ne s'exerce pas sur le sphincter puisqu'il est en dehors de cette enceinte abdominale et hop, ça fuit. Et là, vous avez déjà compris à quoi ça va servir de rééduquer son périnée. Notre périnée, c'est notre sphincter de secours. S'il est suffisamment musclé et si on arrive à le serrer, eh bien, il va faire le job que faisait de manière inconsciente, en fait, et automatique, le sphincter de la vessie. Concernant les prolapsus, donc les descentes d'organes, ça va toucher les différentes parties d'avant en arrière, vessie, vagin, utérus, même hystérocèle et rectocèle. Selon l'importance de la cystocèle, donc de la descente d'organes, eh bien, on donne différents stades. Le stade 1, alors on va prendre l'exemple de la cystocèle. Si j'examine une dame et que j'écarte un petit peu les petites lèvres, tout me paraît normal. Je dis à la dame poussez. Et là, je vois apparaître la cystocèle. Donc je dirais, ça c'est une cystocèle stade 1. Si à l'examen, comme ça, on ne voit rien, j'écarte les petites lèvres et j'aperçois quand même un petit peu de la vessie, donc la paroi du vagin, dans laquelle il y a la vessie, ce n'est pas la vessie elle-même qui sort. Je l'aperçois un peu, c'est une cystocèle stade 2. Et puis une cystocèle stade 3, toute cette paroi antérieure du vagin qui contient la vessie est à l'extérieur. On ne devrait plus voir ça, mais ça peut être très impressionnant. J'ai souvenir d'une patiente, elle avait toute la partie de la vessie, même l'utérus, qui était à l'extérieur depuis 13 ans. Et cette femme avait honte de ce qui lui arrivait, n'osait même pas le montrer à un médecin. Donc ça reste un des grands tabous. Autant on parle beaucoup du tabou de la ménopause, je trouve qu'on en fait quand même un peu beaucoup. C'est vrai que c'est une étape de la vie de la femme, mais qui est intéressante. Et ça peut même être, on va dire, une opportunité, honnêtement, pour les femmes, ce passage-là. Mais je dirais qu'aujourd'hui, sur la scène médiatique, on en parle vraiment beaucoup. On ne peut pas dire que la ménopause reste un tabou. En revanche, incontinence urinaire, prolapsus, ça fait vraiment 4e âge EHPAD. Et pourtant, ça touche des femmes
souvent aussi jeunes, hein, à partir de 40 ans, ça peut arriver, c'est beaucoup plus rare avant, mais à partir de 50-60 ans, on voit quand même souvent ce type de pathologie et il ne faut pas hésiter à en parler à son professionnel de santé. Je vous remets cette slide parce qu'elle est vraiment importante pour bien vous rappeler vessie, vagin, c'est collé, vagin, rectum, c'est collé. Et qu'est-ce qu'on va voir quand on regarde par en bas? Et souvent, les femmes, elles appellent un jour, alors elles font leur toilette régulièrement, on se lave avec la main, hein, c'est ce qu'il y a de plus propre, hein, de le faire avec la main, et tout d'un coup, elles disent « Oh là là, j'ai une boule qui sort du vagin ». Et cette boule, ça va être soit vers l'avant, donc là, on a le clitoris, là, on a l'urètre, hein, où sortent les urines, et quand c'est la partie avant, voilà, qui bombe, on a l'impression que c'est une boule, ça c'est la cystocèle. Quand c'est la partie arrière qui bombe, à ce moment-là, c'est la rectocèle. Soi-même, c'est pas facile de le voir parce que si on pose un miroir par terre, tout simplement, on peut poser, si on sent quelque chose, on pose le miroir par terre, on écrase les lèvres et on va juste voir ce tissu, cette muqueuse donc humide, légèrement crénelée, qui apparaît entre les lèvres. Nous, à l'examen, il faut qu'on cherche si ça se passe devant ou ça se passe derrière, mais on sait faire. Et donc, quand on regarde de profil, eh bien, notre cystocèle, on va la sentir vers l'avant, la rectocèle, on va la voir plutôt vers l'arrière. Le fait qu'on ait une descente, je veux dire, rectocèle ou cystocèle, ne donne pas forcément de pathologie. C'est vrai que la rectocèle, elle peut être aggravée par les efforts de constipation, mais ce n'est pas parce qu'on a une rectocèle qu'on va forcément avoir des problèmes de transit. Et inversement, ce n'est pas parce qu'on a une cystocèle qu'on va forcément avoir des problèmes d'incontinence. Parfois même au contraire, ça s'appelle l'effet pelote. La cystocèle, quand la vessie descend, en fait, ça va entraîner l'urètre. L'urètre, qui est donc le petit canal hein, qui fait 2 cm entre le bas de la vessie et l'extérieur. Et cette descente, ça va le couder, l'urètre. Et grâce à cette coudure, eh bien, c'est étanche. Et le jour où on remonte la vessie, eh ben, on a remonté la vessie, mais l'urètre est nouveau droit et ça fuit. Sauf si on a pris la précaution, et je vais vous le montrer tout à l'heure, de faire avant les fameuses épreuves urodynamiques. Et si on fait les épreuves urodynamiques, qu'on pose le bon diagnostic, à ce moment-là, on fait la bonne intervention et il n'y a pas ce problème d'incontinence qui se révèle alors qu'on venait de traiter une cystocèle, par exemple. Donc, une cystocèle, est-ce que c'est dangereux? Non. Sauf si, comme cette brave dame-là qui avait sa cystocèle depuis 13 ans, cette muqueuse, donc une muqueuse par définition c'est mouillé, hein, c'est comme l'intérieur de la bouche, si vous le laissez à l'extérieur, elle va se dessécher, elle va s'éroder, elle peut même s'ouvrir, hein, ça peut arriver. Est-ce que c'est douloureux? Non, souvent les femmes ont des douleurs un peu mal systématisées pelviennes, mais de manière intrinsèque, un prolapsus ne va pas donner de douleur à proprement parler. Alors, est-ce que ça soigne un prolapsus? Évidemment, ça se soigne et ça se soigne par la case chirurgie. La case chirurgie, il y a différentes manières d'intervenir sur une cystocèle. Il faut toujours penser bien à faire un bilan pour les cystocèles en particulier, un bilan urinaire associé, puisqu'on fera peut-être un geste de prévention des incontinences urinaires en même temps qu'on fera la cure de cystocèle. Donc, notre périnée, comment on va s'en occuper pour déjà éviter d'en arriver là et pour que le plus longtemps possible, on soit à l'abri des problèmes d'incontinence urinaire. C'est vrai qu'aujourd'hui, et j'en fais l'expérience régulièrement parce que ma maman est en EHPAD depuis pas très longtemps, l'odeur des EHPAD, c'est quand même beaucoup l'odeur de l'urine. Et 3/4 des résidents se retrouvent avec des énormes protections. Donc, même au grand âge, il faut qu'on essaye absolument de ne pas en arriver là. Alors, au point de vue préventif, la maîtrise du poids. C'est un argument supplémentaire pour essayer de maîtriser son poids. Je sais que ce n'est pas facile. Il est clair que
la prise de poids, et le poids, c'est pas juste ce qui rentre, ce qu'on avale, ce qui sort, ce qu'on dépense et ce qui reste. Hein. Il est tout à fait clair que le problème du surpoids, il est multifactoriel. Hein. Il y a des données génétiques, il y a des données microbiotiques, il y a des données hormonales, il y a des données enzymatiques. Malheureusement, la seule chose sur laquelle on puisse jouer, c'est les entrées, c'est-à-dire l'alimentation et les sorties, l'activité physique. Donc, maîtriser son poids dans la mesure du possible, c'est toujours utile. Évidemment, pour le prolapsis, c'est les problèmes d'insuffisance périnéale, mais pour la santé de manière générale. Éviter les gros bébés. Là, de 30, 40 ans pratiquement d'obstétrique, effectivement, le poids moyen des bébés, il a sacrément tendance à augmenter. Hein. Donc, au-delà de 3,8 kg, ça s'appelle la macrosomie. On a de plus en plus de diabète gestationnel. Et la prévention du diabète gestationnel, mais aussi du diabète dit de type 2, c'est-à-dire lié plutôt à l'âge et au surpoids, et surtout aux antécédents familiaux. Hein. Si on a un ou deux parents diabétiques, on a plus de 50% de risque supplémentaire de faire un diabète. Et ça passe par une alimentation qui fait la chasse aux sucres rapides. Les sucres rapides, c'est quoi? Tout ce qui a goût sucré. Et on n'oublie pas le riz, les pâtes et le pain qui ne seraient pas complets. Si c'est complet, c'est à partir de farine complète ou du riz complet, à ce moment-là, l'index glucidique va baisser. Et on fait de la prévention et du surpoids et du diabète. On va bien évidemment lutter contre la constipation. Il faut aussi apprendre à aller à la selle sans pousser. Quand même beaucoup de gens, pas seulement s'ils sont constipés, mais qui ont tendance à pousser. Normalement, pour aller à la selle, on ne pousse pas. On ne pousse pas, il y a un réflexe de défécation normalement le matin après le petit déjeuner, mais pour ça, il faut avoir un rythme de vie qui soit suffisamment tranquille, prendre son temps pour le petit déjeuner. Il faut penser à remonter les jambes. Le petit tabouret là qu'on met devant les pieds, c'est pour ça, parce que le sigmoïde, le bas du rectum, son nom sigmoïde, ça vient de S, et bien s'il fait un S, ça va être plus difficile de le vidanger que s'il est tout droit. Et quand on remonte, en fait, les jambes, ça va mettre un rectum plus droit, et donc les selles devraient s'évacuer tout à fait naturellement. Concernant les abdominaux, je vous en ai dit un mot tout à l'heure, les travailler en hypopression. Alors là, la papesse des abdominaux fait correctement, c'est Bernadette de Gasquet. Elle a écrit « Abdominaux, arrêtez le massacre ». C'est un médecin qui est médecin rééducateur, qui a beaucoup travaillé sur le périnée, sur les femmes enceintes aussi. Et donc, il s'agit, je le redis, si on veut faire des abdominaux, d'abord, il faut toujours les faire en raccourcissement, c'est-à-dire avancer les épaules et rapprocher le pubis, hein, pas les faire comme ça très très allongés. Donc toujours penser à fermer son périnée, ce qui n'est pas évident pour tout le monde. La plupart des femmes ont la commande je ferme, je serre mon périnée, mais il y a des femmes qui ne l'ont pas. Donc on ferme son périnée, on fait des abdominaux en expiration. Toujours en expiration, on ne va pas inspirer, bloquer et faire ses abdos, surtout pas. On expire doucement tout en ramenant en fait les abdominaux vers la colonne. On dit qu'on avale son ventre. Et ça, on n'est pas obligé de le faire en faisant le rameur chez soi. On se promène sur la plage, on prend une bonne posture, on serre son périnée, on avale son ventre et on fait déjà des très bons abdominaux comme ça. Et donc le périnée, vous l'avez vu, c'est un muscle. Hein. Donc, comme tout muscle, ça s'entraîne. Là, en train de m'écouter, vous faites des petites contractions de votre périnée, et ben, vous faites déjà de la rééducation du périnée sans le savoir. Après les accouchements, ça c'est vrai que c'est une période, l'accouchement lui-même, ça file quand même un petit jeton à votre périnée, il faut reconnaître ce qui est. Hein. C'est une mère de 5 enfants qui vous parle, hein, donc c'est du vécu. Donc, jamais d'abdominaux avant la visite postnatale, parce que si votre périnée est relâché du fait de l'accouchement, ce qui est tout à fait normal, et vous commencez à faire des abdos là-dessus, même en hypopression, vous allez l'aggraver, vous allez appuyer dessus. Dans le temps, ça se fait un peu moins comme ça. À la sortie, moi j'ai le souvenir qu'on m'avait expliqué ça hein, quand je sortais de maternité. On me disait, ben là en rentrant, vous allez faire le stop pipi. Vous faites pipi, vous essayez d'arrêter le jet. Alors d'abord, ça ne sert à rien. Ensuite, c'est extrêmement décourageant parce qu'évidemment, ça ne marche pas.
Et en plus, ça va détraquer le réflexe de miction, donc pas de stop pipi. Il faut attendre 6 semaines, c'est-à-dire la visite postnatale, avant de commencer et de choisir la meilleure rééducation. Et là, j'avoue que dans pas mal de maternités, et ça m'énerve un petit peu, les femmes sortent avec la rééducation du périnée, d'emblée, alors qu'elles viennent d'accoucher. C'est pas une obligation, on en a souvent besoin, mais pas toujours. Quand on voit la femme à la visite postnatale, ben, je teste son périnée, c'est pas compliqué, hein. On met 2 doigts, puis on dit serrer. Alors déjà, c'est là qu'on va trouver celles qui n'ont pas la commande. Celles qui n'ont pas la commande, je mets 2 doigts, je dis serrer, j'attends, je regarde, il ne se passe rien. Donc là, c'est un type de rééducation plus passif qu'on va leur proposer, juste ce qu'on appelle de l'électrostimulation fonctionnelle, puisqu'elles ne peuvent pas elles-mêmes serrer. Et puis il y a des femmes, vous dites serrer, eh ben, bon, je ne vais pas dire que vous avez du mal à sortir les doigts, mais quand même, on voit qu'il y a un bon réflexe, qu'il y a un bon contrôle et qu'il y a un bon tonus du périnée. On ne va pas forcément refaire de la rééducation du périnée, elles vont refaire leurs abdominaux, parce que ceux-là, ils ont pris un coup de toute façon. Mais c'est vraiment du cas par cas. Et sortir de la maternité avec, bam, d'emblée, rééducation périnéale, pas forcément de la bonne médecine. Parce qu'il faut choisir la rééducation qui ira le mieux. Et puis, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il n'y a pas de perte de chance. C'est-à-dire qu'il n'est jamais trop tard. Il peut arriver qu'après un accouchement, voilà, on n'ait pas eu le temps, on ait repris le boulot, et puis 6 mois, 1 an après, on se dit, oh ben mince, ah ouais, quand même, là, j'ai une petite fuite quand je cours. Ben, on peut toujours aller faire la rééducation du périnée à ce moment-là. Ce n'est pas un problème. On a beaucoup stressé et angoissé les femmes par rapport à leur périnée, donc pas de perte de chance. Il n'est jamais trop tard pour le faire. Alors, quel type de rééducation on va proposer? Ce qu'il faut déjà savoir, c'est que la rééducation vésico-périnéale, parce qu'on parle quand même de vessie et d'incontinence en fait en général, la rééducation vésico-périnéale, c'est le traitement de première intention, quel que soit le type d'incontinence. Hein, je vous ai bien décrit effectivement 3 types d'incontinence. D'effort, par ce qu'on appelle défaut de transmission, hein, quand le sphincter est descendu, donc d'effort par urgenturie et par insuffisance sphinctérienne. Donc d'emblée, la rééducation pour les 3, pour toujours la même raison, le périnée, c'est le sphincter de secours, donc il va déjà bien faire le job. On commence toujours par la rééducation du périnée. Alors, on a des systèmes, alors les œufs de Yoni et tous les dispositifs qui dérivent de ces ces œufs de Yoni. C'est pas les yeux de Oni, mais c'est pas loin. Donc, l'œuf de Yoni, c'est quoi le principe? L'œuf de Yoni, c'est des boules en pierre que les femmes mettaient dans le vagin, et cette pression petite sur le périnée va entraîner un réflexe pour ne pas perdre la boule, si je puis me permettre, et ça va de manière passive rééduquer le périnée. Alors il y a des dispositifs maintenant médicaux, voilà, un peu plus sophistiqués que l'œuf de Yoni, où on vous propose faire 20 minutes par jour d'abord, ensuite 30 minutes, on peut augmenter le poids qu'on met dans le dispositif, c'est quelque chose qui peut effectivement servir pour de temps à autre réentraîner son périnée, lui faire un petit peu d'exercice. Autre type de rééducation, c'est la rééducation manuelle. Donc ça, ce sont les sages-femmes, voire les kinés qui le font. Donc, comme je vous disais, on teste le périnée, on demande à la femme d'imaginer voilà, que c'est un rideau qui se ferme, ou d'imaginer qu'elle remonte son périnée. Enfin, différentes manières de faire. C'est une bonne manière. Personnellement, je ne suis pas convaincue que ce soit suffisant. Mais pourquoi pas, il faut vraiment trouver ce qui convient à chacune. Alors, on a les rééducations par électrostimulation. Donc, ESF, ce n'est pas l'école de ski français, pas du tout. C'est l'électrostimulation fonctionnelle. Qu'est-ce que c'est? C'est une sonde vaginale qu'on va mettre et puis qui va envoyer des petites impulsions électriques. Ces impulsions électriques, ce n'est pas un coup de gégène, hein, ce n'est pas douloureux, mais ça va faire des petites réactions de contraction réflexe du périnée. Ça, c'est la seule chose qu'on puisse faire quand une femme n'a pas la commande, hein, ne sait pas serrer son périnée. Et souvent, quand même, ce genre de techniques sont associées à ce qu'on appelle du biofeedback. Le biofeedback, c'est quoi? Vous faites quelque chose avec votre périnée, par exemple, vous le contractez, et vous voyez le résultat sur une courbe, par exemple. Ce type de rééducation, ça peut se faire chez un professionnel de santé, mais il existe aussi maintenant pas mal de dispositifs que vous pouvez acheter, qui sont tout à fait valides et qui vont vous proposer
des exercices. Je vous donne un exemple pour une des sondes que je connais bien, qui va vous proposer déjà de choisir votre univers. Alors, je prends l'univers du sport. Donc, vous avez votre application et sur votre application, vous allez avoir différents exercices. Le premier, ça va être envoyer des fléchettes. C'est-à-dire que chaque fois que vous voyez le petit bonhomme envoyer une fléchette, il faut contracter très vite et très fort votre périnée. Ça a un sens puisque ça va être pour rattraper la petite goutte qui allait partir. Donc ça, c'est une manière, un type de rééducation pour un problème. Ensuite, vous allez avoir le lanceur de marteau. Donc là, il va falloir serrer très très fort pour aller le plus loin possible. Donc ça, c'est un autre type d'exercice, donc sur vraiment la force musculaire du périnée. Et puis, troisième exercice, le petit bonhomme qui va faire du saut en longueur. Donc là, il va falloir serrer le plus longtemps possible avant que ça retombe. Et c'est pas mal parce que c'est ludique. Quand je prescrivais des rééducations, voilà, juste l'électrostimulation fonctionnelle qui existait juste auparavant, les femmes se lassaient vite. C'était un petit peu barbant. Là, c'est un côté ludique et souvent, les femmes accrochent et elles apprécient de faire l'examen, de faire cet exercice. Et on a des études là-dessus. On a effectivement, on gagne bien en tonus du périnée. Et donc, on diminue l'incontinence. Ce qu'il faut savoir, parce que souvent il y a une confusion quand même, la rééducation du périnée n'a jamais fait remonter un prolapsus, que ce soit très clair. Si un prolapsus est là, il va rester, hein, puisque c'est du tissu mou, hein, le prolapsus. En revanche, si le périnée est bien tonique, eh ben notre cystocèle stade 1, elle ne va pas apparaître à la vulve, parce que le périnée va encore le retenir. Mais ça ne peut pas faire remonter un prolapsus. Le traitement du prolapsus, il est chirurgical, hein, quand il est vraiment important. Alors, est-ce qu'il y a des médicaments? L'incontinence urinaire d'effort, pas de médicaments. L'incontinence par urgenturie, ou en tout cas l'urgenturie, l'impériosité mictionnelle, c'est-à-dire des envies fréquentes de faire pipi, en dehors des infections urinaires, hein, qu'il faut éliminer, avec l'impression d'avoir une vessie toute petite, on a tout le temps envie de faire pipi, ça s'appelle une vessie instable. Là, il y a effectivement des traitements médicamenteux. Le problème, c'est que ces médicaments, qui sont des alpha-bloquants, ont un effet secondaire très désagréable qui est une sécheresse buccale. Et quand l'incontinence n'est pas très importante, quand même mes patientes préfèrent, elles le disent elles-mêmes, hein, avoir la culotte mouillée que la bouche sèche. Ça, c'est un petit bémol par rapport à ce traitement-là. Et puis, il y a les œstrogènes. Les œstrogènes, si on les administre par voie vaginale, hein, sous forme d'ovule ou sous forme de crème, vous avez bien compris maintenant, j'ai dû le dire 50 fois, que la paroi de la vessie et la paroi du vagin sont accolées. Ça passe dans la vessie. Or, la muqueuse vésicale a des récepteurs aux œstrogènes. Et la muqueuse au niveau de l'urètre, hein, qui contrôle donc le passage de l'urine, a aussi des récepteurs aux œstrogènes. Et dans ce qu'on appelle le syndrome génito-urinaire de la ménopause, le SGUM, donc génito-urinaire, on a le versant sécheresse vaginale, mais on a aussi le versant des problèmes urinaires, ceux que je viens de vous décrire, mais aussi les problèmes de cystite à répétition. Et là, le premier traitement, ça va être d'apporter des œstrogènes en l'absence, bien sûr, de contre-indication, soit par voie locale, soit par voie générale, par le traitement hormonal de la ménopause. Alors, la chirurgie. Qu'est-ce qu'on peut proposer comme chirurgie? La chirurgie, il faut impérativement choisir les bonnes indications. Il y a eu pas mal de scandales et de bruit médiatique à propos des opérations des incontinences urinaires. Pour beaucoup, c'est parce que c'est des opérations qui ont été faites sans avoir caractérisé correctement le trouble. Donc, les défauts de transmission, vous avez bien compris que ma petite étoile rose, là, tout à l'heure de mon schéma, si vous remontez le sphincter dans la paroi, dans la cavité abdominale, et ben, votre défaut de transmission, et ben, il n'est plus là. On se retrouve dans la situation antérieure. Et vraiment, là, j'ai quand même quasiment 40 ans de recul et pu faire opérer énormément de femmes. Quand le problème principal était le défaut de transmission, eh bien, ces femmes sont complètement guéries et soulagées, alors qu'elles ne pouvaient plus faire de course à pied, qu'elles se promenaient avec une petite protection.
Bien sûr, vous avez entendu parler des effets secondaires, des risques, des problèmes qu'il y a eu avec les bandelettes TVT. Comme malheureusement n'importe quel acte chirurgical, il peut y avoir des complications, des bandelettes qui ressortent et ainsi de suite. Mais il ne faut pas jeter non plus le bébé avec l'eau du bain. Hein, il y a des millions de femmes qui ont leur culotte sèche grâce à cette petite intervention qui en elle-même n'est pas dangereuse. Et il y a des femmes qu'on a opérées alors qu'on n'aurait pas dû, hein, ou des femmes qui ont eu des complications. Donc là, c'est régulé sur la formation des chirurgiens, sur le type de bandelette. On a aussi des nouvelles techniques dont le but est aussi de faire remonter ce fameux sphincter dans la cavité abdominale ou bien de resserrer un petit peu au niveau de l'urètre. Et par exemple, on peut faire des comblements avec de l'acide hyaluronique, il y a des techniques laser. Tout ça, c'est en cours d'évaluation. Donc, pour l'incontinence urinaire, défaut de transmission, il ne faut pas avoir peur de la chirurgie, il faut trouver le bon chirurgien. Alors selon les régions, nous en Alsace, c'est plutôt les gynécologues qui le font, ça peut être les urologues, ça dépend, il faut bien se renseigner si on doit se faire opérer, et surtout bien faire les épreuves urodynamiques avant pour être sûr que c'est bien ça. Pour les prolapsus, on n'est pas très pressé, il faut déjà que ça entraîne une gêne. C'est vrai que le prolapsus, on s'en rend compte du jour au lendemain, mais il n'est pas apparu du jour au lendemain. Et c'est toujours l'occasion d'un coup de fil complètement paniqué de la patiente. Au secours, j'ai quelque chose qui tombe. On ne va pas ramasser son utérus par terre dans les 3 jours. Hein. Mais comme n'importe quel événement, pareil, vous savez, quand on se palpe une boule au niveau du sein, elle était déjà là hier, mais il y a le jour où on l'a palpée. Donc le prolapsus, ce n'est pas un truc qui va vite. Si ça commence à être gênant, eh bien à ce moment-là, on va l'opérer. On va aussi réfléchir en fonction de l'âge de la patiente, en fonction de son état général. Plus on va être loin de la ménopause, plus les tissus sont fragiles, plus on va avoir des difficultés de cicatrisation. Souvent, on fait une préparation avec des œstrogènes avant pour que l'opération se passe le mieux possible. Quand on a une contre-indication, alors on peut mettre ce qu'on appelle des PSER. Donc les PSER, souvent c'est sous forme d'un anneau en silicone qu'on va mettre dans le vagin et qui va, hop, remonter la vessie. C'est toujours le même principe. Alors, est-ce qu'il faut mettre des protections urinaires? Il y a beaucoup de femmes qui mettent des petits protège-slips parce qu'elles ont un peu peur de la petite goutte. S'il n'y a pas d'irritation vulvaire, s'il n'y a pas d'infection urinaire à répétition, parce que c'est quand même un nid de germe, hein, ces petits protège-slips, il n'y a pas de quoi, je dirais, hurler parce que voilà, une dame veut protéger son fond de culotte, a un peu peur. Maintenant, quand on met vraiment les grosses protections bien épaisses, c'est que là, on est quand même à un stade où il faudrait essayer de faire quelque chose de pérenne, comme par exemple une intervention chirurgicale. Mais c'est vraiment du cas par cas. Alors, comment se passe... Oula, je fais bouger ma table. Comment vont se passer l'opération? Alors, l'opération d'un prolapsus, quand il est isolé, hein, qu'on n'associe pas un germe, un geste, par exemple pour l'incontinence urinaire, eh ben, il s'agit juste d'enlever l'excédent de tissu. Alors, les couturières, comme moi, elles comprendront peut-être. Hein. Quand vous avez un tissu qui est trop large, là, voilà, on va dire le tissu, il est large comme ça c'est la muqueuse du vagin. Vous découpez un losange. Hop, ce losange, vous l'enlevez. Et bien ensuite, quand vous allez recoudre ici, eh bien, votre tissu va être moins large. C'est ce qu'on va faire ici. Quand on est au niveau de la cystocèle, on va enlever une partie de tissu, puis on va remettre bord à bord. Et pareil, au niveau de la rectocèle. Ça, ce sont des opérations qui sont légères, qu'on va faire par voie basse, hein, qu'on peut faire parfaitement en ambulatoire, avec des suites qui sont extrêmement simples, mais qui vont quand même permettre aux femmes d'avoir un soulagement immédiat à partir du moment où on n'aura plus cette boule. Et les femmes le sentent, hein, elles disent « je sens quelque chose », surtout à la fin de la journée. Hein. Ce n'est pas forcément le matin, c'est une question de pression, hein, c'est vraiment une question de pression. D'avoir jardiné dehors, d'avoir été debout, d'avoir porté un... C'est évident qu'après ce genre d'intervention, et quelles que soient les interventions qui remontent hein, au-dessus du périnée, ensuite, il ne faut pas porter les jardinières de géranium qu'on va sortir bientôt, ou les packs d'eau, hein, parce que dès qu'il y a à nouveau la pression abdominale, ça peut retomber. Hein. Et c'est des opérations, que ce soit celles pour l'incontinence urinaire, là, dans le défaut de transmission, elles ont une durée de vie, hein, 20-25 ans. Après, l'évolution des tissus va faire que ça redescend hein, quand même. Donc ça, c'est des opérations
dirais, légères, qui vont permettre en fait de retrouver un orifice vaginal normal tout en continuant à muscler son périnée parce que ça évitera aussi que ça redescende. Alors, pour conclure, vous avez bien vu que le périnée, il faut déjà l'apprivoiser. C'est important, j'espère que ce sera le cas aujourd'hui, de comprendre et de ressentir, ou au moins d'imaginer ce périnée qui ferme le bas du corps. Et de ressentir aussi les organes qui sont immédiatement au-dessus et qui les soutiennent. Ça, c'est important. Il faut le protéger. Donc, on va redonner vraiment les conseils. Par rapport au poids, vous l'avez entendu, les abdominaux aussi. Dès qu'on va porter lourd, ça c'est important. Lutter contre la constipation. Il y a beaucoup de femmes vraiment qui ont trop tendance à pousser et ça fait vraiment descendre le périnée. Et puis ensuite, il n'est jamais trop tard pour le travailler, pour le muscler d'une manière ou d'une autre. Je pense qu'on a fait le bout. Voilà, donc je vous remercie et je suis à votre disposition pour répondre à vos questions. J'ai même 5 minutes d'avance. Super, merci. Pour les questions. Merci beaucoup Odile pour cette présentation. On en sait beaucoup plus sur le périnée. En tout cas, moi, à titre personnel, j'ai beaucoup appris. Merci beaucoup en tout cas pour cette présentation très claire. Alors du coup, il y a beaucoup de questions. Alors j'essaie de les trier. Alors déjà sur la partie incontinence urinaire, est-ce que le fait d'avoir une hystérectomie peut être un facteur ? Oui, c'est un facteur de risque. Je ne l'ai pas cité parce que ça ne concerne pas énormément de monde, mais l'hystérectomie est un facteur de risque de prolapsus. C'est vrai. D'accord. Alors, en termes de rééducation, est-ce que la rééducation de périnée est durable ? Peut-on en faire plusieurs dans une vie ? Combien de séances et combien est l'effet positif de la rééducation et à quelle fréquence doit-on espacer les séances ? Oui, c'est une très très bonne question. Alors, quel que soit le type, donc quand on parle vraiment de rééducation du périnée, soit c'est chez un professionnel de santé, soit c'est avec une sonde qu'on aura achetée et qu'on fera soi-même à la maison. Ça, c'est possible. Ce qu'on a tendance à proposer, c'est faire 2-3 séances par semaine. Ça, surtout quand on peut le faire à la maison. Mais chez un professionnel, c'est 1 ou 2 séances par semaine. Il faut bien le faire pendant 2-3 mois. Et l'avantage des sondes connectées qu'on peut acheter et garder chez soi, c'est qu'on peut refaire ça régulièrement. Donc, dès qu'on sent, donc les progrès en 2 mois, on s'en rend compte. Soit soi-même, soit le professionnel de santé dira ah ben là vous êtes passé d'un périnée qui était allé à 2/5, vous êtes à 4/5. Donc on note son périnée comme ça et en général on a à ce moment-là un bon confort. Et puis quand on a de nouveau des troubles, on peut recommencer quelques mois après ou tous les 2-3 ans. C'est vraiment en fonction des symptômes. D'accord. Et quand vous parlez de professionnels de santé, vers quel professionnel de santé on peut se tourner Sage-femme ou kiné formée. Parfois, il y a des médecins MPR, médecine physique et réadaptation, des rééducateurs fonctionnels, mais c'est essentiellement les sages-femmes et les kinés formés. D'accord, merci. Pouvez-vous nous dire quelque chose sur le port du PCR pour atténuer la gêne ? Oui, alors le PCR sous forme d'anneau, comme ça, vraiment, on le réserve aux femmes âgées qui sont très gênées, que ce soit par le prolapsus, soit qui ont une incontinence urinaire d'effort et qui sont plus opérables. Ensuite, proposer un PCR à une femme de 50 ans, c'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée parce qu'on doit trouver une autre solution qui soit pérenne. Maintenant, ce qu'on a aussi, c'est que des femmes plus jeunes, 35-40 ans, qui ont déjà des petites fuites urinaires, en particulier quand elles font la course à pied. Et je vous ai dit que nos montages, les bandelettes par exemple, elles ont une certaine durée de vie. Donc si à 35-40 ans, on vous fait cette opération, 60 ans, c'est rebelote. Et là, on a ce qu'on appelle des espèces de cubes, c'est le gynécube, qu'on peut mettre dans le vagin pendant qu'on fait son footing, pendant qu'on court, et on peut l'enlever après. Ça, c'est quelque chose qui peut être intéressant, mais toujours de manière ponctuelle et transitoire. Pour attendre, donc c'est en fait aux 2 extrémités. Soit on est trop âgé et on ne peut plus être opéré, donc là, ça peut être une solution, le PCR.
soit quand on est encore un peu jeune pour être opéré, pour tenir encore quelques années, pour qu'on puisse vraiment avoir une opération, et de manière ponctuelle, par exemple, pour l'activité physique, c'est possible ça. Tout à l'heure, vous avez parlé de sondes connectées. Où est-ce qu'on peut acheter ce type de sonde? Alors écoutez, vous les trouvez sur Internet. Alors bon, moi je suis pas là pour faire de la pub, mais c'est vrai que la sonde EMI, qui est EMY, est extrêmement bien faite. Elle a été faite, je connais l'équipe qui l'a faite à Strasbourg, on l'a vraiment testée dans nos hôpitaux, dans nos cliniques. On a vraiment un bénéfice et une qualité qui permet de le faire. Il y en a une autre qu'on trouve sur Internet, alors dont je connais pas le nom, mais c'est des dispositifs qui coûtent, je crois, dans les 150 euros. Mais en tout cas, qui ont déjà voilà, des normes européennes, etc. Et je trouve que c'est pas mal quand on n'a pas le temps. Alors, ça dépend des femmes, c'est drôle parce que quand je propose une rééducation, il y a deux types de femmes. Celles qui me disent oh ben moi, si je ne vais pas chez un professionnel de santé, c'est même pas la peine, je ne vais pas le faire à la maison. Et puis celles qui vont me dire j'aurai jamais le temps d'aller chez un professionnel de santé, donc je préfère le faire à la maison. Donc, ça, c'est vraiment chacune qui choisit. Et une fois qu'on achète le matériel, on peut le faire quand on veut ou c'est surtout sur le conseil d'un médecin ou de son gynécologue qui indique quand est-ce qu'on peut le faire chez soi Oui, alors ça peut être prescrit parce que parfois il y a des complémentaires santé qui donnent quelque chose pour ce type de dispositif. Et c'est bien d'en parler quand même avant. Son professionnel de santé, normalement, son gynéco, on le voit à peu près une fois par an, on peut en discuter avec lui. S'il connaît, il proposera une de ses sondes. Et puis ensuite, on se fait des cures de 2 mois. Et puis 1 fois, 2 fois par an, ça suffit. D'accord, merci. Une femme a donc 48 ans et 2 grossesses sans rééducation. Est-ce qu'il est trop tard pour se faire rééduquer son périnée à 48 ans après 2 grossesses? Alors, pas du tout. Pas du tout. Et tout dépend si on a des troubles. C'est-à-dire que si à 48 ans, avec vos 2 enfants, vous arrivez à serrer votre périnée, quand vous toussez, ça ne fuit pas, et puis vous avez un bon tonus, vous n'êtes pas obligé de rééduquer votre périnée. Hein, on en parle tellement, parfois les femmes disent, mon Dieu, j'ai jamais fait de rééducation du périnée, je vais me retrouver avec mon utérus dans les chaussettes. Pas du tout. Et inversement, pour vous dire combien il y a un peu cette pression, il faut l'enlever, cette pression aussi, il faut rééduquer à tout craint. J'ai un jour une de mes patientes qui me demande s'il faut qu'elle commence à faire des exercices de périnée à sa petite fille qui a 8 ans. Arrêtez. Donc, ça dépend des symptômes. Alors, il y a la question quand même que se posent parfois les femmes d'un relâchement du périnée qui pourrait poser problème au point de vue sexuel. Alors, la sensation, disons, pour l'homme, on va dire, si le périnée est plus tonique, a priori, ça pourrait être plus agréable. Mais le plaisir, je dirais, sexuel, il est tellement multifactoriel que c'est pas juste une question de périnée. Alors pour certaines femmes, de connaître un peu leur intimité, d'avoir fait une rééducation, ça peut leur donner une conscience quand même de leur vagin qui va améliorer leur plaisir. Ça, c'est possible aussi. Une personne enceinte peut-elle préparer son périnée pendant sa grossesse afin de limiter les dégâts pendant l'accouchement? Oui, alors on va vous proposer des choses, on va vous proposer des massages avec des huiles et ce genre de choses. J'ai été directrice de mémoire pour une élève sage-femme il y a quelques années où elle avait comparé le nombre d'épisiotomies, de déchirures, des femmes qui avaient fait une préparation avec des massages du périnée et des femmes qui n'avaient pas fait de préparation. Résultat des courses, il n'y avait pas vraiment de différence. Maintenant, de connaître et de toucher et de masser son périnée, c'est toujours une bonne chose pour une femme parce que ça va lui permettre de se connaître mieux. Mais on n'a pas d'études solides qui disent qu'on a un vrai bénéfice en termes d'économie de déchirure ou d'épisiotomie, honnêtement. D'accord, merci. Vous avez plus ou moins répondu, mais après une césarienne, rééducation du périnée est-elle nécessaire ou non? La réponse est non. Hein. La réponse est non, mais beaucoup de femmes vont sortir avec une ordonnance de rééducation du périnée après leur césarienne. Faut-il une ordonnance pour la rééducation du périnée? Oui, du coup. Oui. Quoique, non, on peut aller maintenant chez sa sage-femme directement, sans avoir besoin de l'ordonnance d'un gynécologue. Pour le kiné, je sais que c'est en train d'évoluer la législation, je ne voudrais pas dire de bêtises, je pense qu'il faut encore une ordonnance pour aller chez le kiné, pour la rééducation du périnée. Mais ça, c'est sous réserve parce que je sais qu'il y a eu des changements très récemment dans la législation. Mais sage-femme, vous n'avez pas besoin de passer par le médecin. Ça, c'est d'accord. Sûr. Et toutes les séances du périnée sont remboursées par la sécurité sociale?
Ouais, alors toutes les séances sont remboursées. En revanche, dans les sondes connectées, il n'y en a qu'une qui est remboursée parce que, alors ce qui est quand même paradoxal, c'est que les sondes où il n'y a que de l'électrostimulation fonctionnelle, alors c'est les premières qui sont sorties, elles ont obtenu le remboursement. Mais en fait, c'est de la rééducation passive, c'est pas très intéressant en soi. Ce qui est important, c'est de savoir réagir quand il se passe quelque chose dans la vraie vie. Et ça, c'est ce qu'apportent les sondes connectées en biofeedback. Sauf qu'elles sont apparues après, et donc elles n'ont pas obtenu le remboursement. Et puis, il y a une sonde un petit peu plus futée, un laboratoire, qui a fait une sonde qui à la fois fait de l'électrostimulation et qui propose aussi du biofeedback. C'est EvoStim, ça s'appelle. Et celle-là, du coup, elle est remboursée. D'accord, merci. Pour la question de la chirurgie, à partir de quel moment peut-on considérer qu'on a besoin d'une intervention? À partir du moment où on est vraiment gêné. C'est très simple. Une femme de 50 ans qui doit mettre des protections, sinon elle ne peut pas sortir, il faut pas rester avec ça. C'est vraiment, c'est en fonction de la gêne, en fonction de l'état général, en fonction de l'âge, mais il n'est pas question de mettre des protections en continu. Si c'est préventif, il y en a que ça rassure, je veux bien. Mais si tous les jours la protection elle est mouillée, il faut faire quelque chose. D'accord. Du coup, il n'y a que le gynécologue qui peut faire un diagnostic? Ou une sage-femme? Alors, non. Alors, il y a eu différentes choses. Alors, je reviens juste sur la question précédente concernant la chirurgie, sous réserve que l'incontinence urinaire soit le type d'incontinence urinaire corresponde bien à un type de chirurgie. Hein. C'est-à-dire que toutes les incontinences urinaires ne peuvent pas être guéries par la chirurgie. C'est toujours. Pour le diagnostic du type d'incontinence urinaire, quand on a un éventuel geste chirurgical à la clé, à ce moment-là, il faut faire les épreuves urodynamiques. Les épreuves urodynamiques, elles sont faites par les médecins rééducateurs ou par les gynécologues. Je ne pense pas que les sages-femmes aient la possibilité de faire des épreuves urodynamiques. Certainement pas. Et donc, là, il faut passer par un médecin. Mais à l'interrogatoire, on fait déjà un diagnostic. Hein. On dit, je tousse, ça fuit. Quand j'arrive à la maison, j'ai la vessie très pleine. Si je vais pas vite aux toilettes, ça fuit. Voilà, on sait. Ou celle qui nous dit, mais je comprends pas, quoi qu'il advienne, j'ai tout le temps la culotte mouillée. Ça fait penser à une insuffisance sphinctérienne. Donc, on a déjà une idée en fonction de la symptomatologie, des symptômes. Mais là où il faut les épreuves urodynamiques, c'est en cas d'opération. Ça, c'est clair et net. D'accord, très bien, merci. Comment travailler le périnée en cas de névralgie pudendale? La névralgie pudendale. Alors ça, c'est un sacré diagnostic. Hein. La névralgie pudendale, on passe très souvent à côté. Hein. Sauf quand on a commencé à en diagnostiquer quelques-unes, on sait maintenant que c'est pas dans la tête des femmes. Et là, je raconte volontiers cette anecdote. J'en ai vu quelques-unes, hein, et puis faire le diagnostic des névralgies pudendales, il faut un électromyogramme, c'est pas très agréable comme examen. Et donc, mon mari, qui est médecin aussi, me raconte, entre la poire et le fromage, qu'il a une consoeur qui décrit des douleurs du périnée, etc. Tout le monde lui a dit que c'était dans sa tête, etc. Mais qu'elle allait le voir pour voir si lui, il n'avait pas une solution en médecine complémentaire. Je lui dis, mais dis donc, ta petite dame, t'es sûre que c'est pas une névralgie pudendale? Il me dit, quoi? Une névralgie pudendale. Et donc, cette consoeur a été faire ses examens. Ça faisait 10 ans qu'on l'a travaillée avec C'est dans votre tête, elle avait une névralgie pudendale. Donc, c'est des vulvodynies, des douleurs au niveau de la vulve, hein, qui sont très invalidantes et qui ne sont pas bien connues des médecins de manière générale. Donc là, il y a une grosse errance diagnostique sur cette névralgie pudendale. Maintenant, la rééducation du périnée, souvent des rééducations, alors il peut y avoir ce qui est plus efficace quand même, c'est souvent des infiltrations du nerf pudendal, hein, parce que c'est un problème de névralgie. Hein. Et là, c'est plutôt des infiltrations qui sont souvent faites sous scanner. La rééducation du périnée, dans ce type de pathologie, ou à l'inverse, dans des, j'en ai pas parlé là parce que c'est un autre domaine, dans des périnées qui sont trop toniques, on a le problème du vaginisme, hein, qui est une contracture réflexe du périnée quand il y a des tentatives de pénétration. Là aussi, on peut faire une rééducation du périnée, mais dans l'autre sens, pour essayer de relâcher le périnée. Mais disons, il n'y a pas de rééducation spécifique pour la névralgie pudendale, pour la douleur en elle-même. Et c'est une prise en charge pluridisciplinaire, on va dire. Ça peut être l'infiltration, mais il faut aussi accompagner ces femmes parce que c'est quelque chose qui est très difficile à vivre.
Je crois qu'on a fait le tour des questions, il me semble. Alors, je crois qu'il y avait une autre question. J'ai une cystocèle et rectocèle grade 2-3. Et la kiné n'a pas beaucoup d'effet. Est-ce que je dois passer par une opération? Absolument. Ça, je l'ai dit très clairement. La rééducation n'a jamais fait remonter ni une vessie, ni un rectum dans la cavité abdominale. Et souvent, on essaye de faire croire qu'avec la kiné, ça va marcher. Non, c'est pas possible. C'est pas un muscle, hein. La vessie et le rectum, c'est pas des muscles. Donc, on peut juste avec le périnée essayer d'éviter que ça tombe trop. Mais la rectocèle et la cystocèle ne vont pas régresser. C'est impossible. C'est physiquement impossible. Donc, effectivement, le traitement, il est chirurgical. Ça, c'est tout à fait clair. Ça, c'est tout à fait clair. Mais ça correspond vraiment beaucoup à ce qu'on entend. Et des femmes pensent encore. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas toujours envie de passer par la case chirurgie, et je l'entends bien. Mais quand on est à un stade 2-3 de cystocèle ou de rectocèle, et qu'on est gêné, il n'y a pas d'autre solution que la chirurgie, c'est clair. Il y a une personne qui a donc 70 ans et qui fait 30 minutes d'abdos sur chaise chaque jour. Est-ce que cela peut protéger le périnée, cette façon d'abdos? Il faut les faire bien. Il faut les faire bien. C'est-à-dire, il faut serrer son périnée, expirer et faire ses abdominaux en plaquant, en remontant son périnée. Il faut avoir juste l'impression qu'on va remonter, comme si on avalait son périnée et son ventre en même temps. Et ça, c'est une super manière de faire les abdominaux. Mais il ne faut pas faire autrement. Et sur chaise, on peut le faire. Il y a des applications mobiles sur comment bien travailler ses abdominaux ou des vidéos YouTube à conseiller. Ouais, il faut regarder Bernadette de Gasquet. C'est vraiment elle qui a travaillé. Ouais, c'est Bernadette de Gasquet. C'est remarquable ce qu'elle a fait. Elle a vraiment changé complètement l'approche de la rééducation du périnée en postpartum, mais aussi en ménopause, etc. C'est très, très, très intéressant. C'est vraiment, il faut vraiment rendre à César ce qui est à César. C'est elle qui est à l'origine de ça, vraiment. Et du coup, un homme, dit, et la rééducation pour les hommes, comment ça se passe? Oui, alors c'est une très bonne question, monsieur. Je vous remercie de l'avoir posée. Et je suis gynécologue. Donc, je pense qu'effectivement, il y a des techniques de rééducation chez l'homme, surtout dans les problèmes d'incontinence urinaire post-chirurgicaux, après prostatectomie. Et donc là, honnêtement, je dirais clairement que les détails du type de rééducation, je ne les ai pas. Alors, je pense qu'il y a des rééducations, apprendre à serrer son périnée, comme pour retenir un gaz ou pour se retourner d'aller aux toilettes, ça c'est possible. Alors il existe on n'en a pas parlé effectivement, des systèmes de rééducation qui à mon avis sont adaptés aussi pour l'homme. Pour les femmes, c'est vrai que c'est une sonde vaginale qu'on va mettre dans le vagin la plupart du temps. Mais on a maintenant des systèmes externes. Donc, c'est des espèces de panties, de culottes, qui vont faire des petites impulsions électriques. Et là, qu'on soit un homme ou une femme, ça va stimuler le périnée de la même manière. Donc, je pense que ce type d'électrostimulation par voie externe avec ces espèces de panties est probablement adapté à l'homme, en dehors de la rééducation dite manuelle, où on apprend à faire des exercices avec son périnée. Et concernant la fréquence et la durée de la pratique des œufs de yoni, est-ce que vous pouvez en dire quelque chose? Oui, ce qu'on peut proposer, c'est dans le système pelvitonique, qui est le système médical. D'ailleurs, ah non, je ne l'ai pas là. Non, je l'avais pas loin, j'aurais pu vous le montrer. C'était ma dernière chronique sur France 5, c'est pour ça que je connais bien les œufs d'Ioni. Et donc, vous trouverez les œufs d'Ioni, démonstration, replay, 27 mars, France 5. Vous le verrez. Disons, on fait une séance, 2-3 séances par semaine de 20 à 30 minutes. D'accord, 20 ça peut déjà être pas mal. Pour toutes les rééducations, souvent, c'est ça. On peut s'amuser à le faire tous les jours, mais il faut avoir le temps. D'accord, très bien, merci. Je fais le tour une nouvelle fois des questions. Je pense qu'on a répondu à peu près à tout. Oui. C'est formidable, autant de questions, c'est un vrai plaisir. Ouais. Merci à tous et à toutes. Oui, merci Odile, merci Brunilde. On va retrouver donc Odile à 2 reprises encore. Donc je vous ai mis en bas de l'écran la date du prochain webinaire. N'hésitez pas à vous inscrire. Et puis on a également un webinaire où on parlera de la santé gynécologique le 2 juin.
Voilà, à très bientôt avec Odile et Brunhilde. Et puis, moi, je vous retrouve très vite pour d'autres actions de prévention dans le cadre du service Prévaesio. À bientôt. Merci, mesdames. À bientôt, Merci, au merci. revoir.